Bienvenue à tous dans cette 35e émission en direct sur notre page Facebook nxreflexion.com. Et comme d'habitude, pour ceux qui n'ont pas la chance de nous regarder en live, c'est pas grave, il y a des sessions rattrapage sur YouTube. Si mon ami Blaise veut bien les mettre le lendemain de la parution du live, parce que des fois il a un petit peu de mal avec sa connexion ou tout simplement une flémingite aiguë. Bon voilà, en tout cas, il y a beaucoup de lives à regarder qui sont énormes avec Mathis Boiramé, Valentin Tellier, Olivier Nittard, Thomas Ramette. On a eu David Vuillemin, Sébastien Tortelli, des superstars du motocross, autant français qu'international. Et par contre, quelqu'un que je retrouve tout le temps, et là, je le sens encore fatigué après avoir essayé presque une vingtaine de motos la semaine dernière avec CBO au Lucas Bike Park. C'est Blaise Abadi. Comment ça va, Blaise? Ça va très bien. Je sais pas si t'as remarqué, j'ai loupé aucune édition du live quand même, hein. J'étais tout le temps là au rendez-vous à l'heure. Et c'est même toi ce soir qui a failli nous mettre en retard, mais c'est bon, on est là pile à 20h30. Donc on va se retrouver encore pour une soirée. Une soirée où on a un invité de marque ce soir, un invité qu'on connaît bien, un invité avec lequel j'ai roulé en motocross. Et on va voir un petit peu le tournant qu'il a pris dans sa carrière, comment ça s'est passé pour lui. On va avoir pas mal de questions à lui poser. Mais je te laisse Nico le présenter un peu plus dans le détail. Ouais, tu viens de le dire, tu as roulé avec lui, il fait partie des dinosaures hein, comme toi du motocross français, il est organisateur d'événements, en poste chez JLFO, propriétaire du Lucas Bike Park, et c'est un fin créateur de pistes pour ceux qui ne le connaissent pas, attention, il fait corps avec son Bobcat, c'est Cédric Lucas. Comment ça va Cédric? Ça va, écoutez, je suis bien, content d'être avec vous. C'est une première pour moi et c'est intéressant, ça fait plaisir voilà, d'avoir cette discussion. Ouais, Bon, et pour ceux qui ne te connaissent pas justement, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu? Bon, tu as pas mal de multicasquettes, comme j'ai dit dans la présentation, mais voilà, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie et pour le motocross? Les multicasquettes, elles sont arrivées serrées au fur et à mesure. Comme dit Blaise, ouais, je fais partie des dinosaures, mais encore plus que lui, malheureusement, parce que quand moi j'arrêtais presque, Blaise il était encore tout minot à 65, je me souviens, à Beauville, on s'arsouillait un peu. c'est vrai. Ça mène 5 Honda, il faut le préciser, parce que ça, quand même, il faisait partie des rares. Ouais, mais je suis passé par là aussi. Ouais. Et bon, mais ça nous apprend le pilotage, on est obligé, après, tu es obligé de t'appliquer, parce que bon, forcément, c'est des motos un peu creuses à l'époque. Et bon, vu le gabarit en plus que j'ai, il fallait vraiment s'appliquer sur le pilotage si tu voulais être à peu près devant. Mais bon, c'était intéressant. Donc, non, mais c'est vrai que la moto, finalement, ça m'a apporté énormément pour la suite parce que je me suis retrouvé après, moi, un peu dans la suite logique, un peu le truc basique, mécano. J'ai bossé chez H&M Honda dans les grandes années de l'importation des motos, les premières d'ailleurs. Et de là, c'est parti. En fait, c'est une histoire presque un peu folle, mais moi, j'ai rencontré, je connaissais, je côtoyais les frères Fouché à l'époque. Alors, me cherchez pas dans les classements, j'étais plus vers la fin que sur le début, mais j'y étais, j'étais capable de faire les enchaînements, tout, donc bien. Et puis de là, une opportunité. Moi, il y avait Thierry Fouché qui bossait sur la communication justement de la marque H&M Honda. Et qui un jour cherchait quelqu'un, manœuvre pour le lancement du Polaris Camp. Un truc qui n'a rien à voir à la moto, mais Thierry s'occupait de la communication chez Polaris. Et donc de là, je suis parti un mois à Régade pour travailler aussi pour le Kenny Festival. Et bon, c'est là que ça fait bizarre, parce que quand tu as roulé pendant 10 ans au MX Oxbow et que tu arrives la première année pour travailler au Kenny Festival, et que tu arrives et qu'il y a un mètre d'air partout, tu te dis c'est pas possible que dans un mois il y ait un événement. Ouais, c'est pas pareil là. Mais si, c'était bien réel. Un mois après, en effet, il y a eu cet événement. Et de là, j'ai forcément été plus en contact avec Jean-Luc, son frère et organisateur du Kenny Festival. Et là, il y a eu un bon feeling. Je me suis retrouvé à Bercy à faire un peu le manœuvre, commencer à étaler de la terre dans les coursives, parce que comme je n'étais pas très bon dans le bob, au moins il m'a dit personne ne te verra. Ouais, après avoir rayé toutes les coursives avec le Bob, il t'a dit, bon, toi, tu vas prendre un râteau. Non, il fallait quand même rester sur le milieu. Le problème des coursives, si tu vas à Paris, c'est que la plupart, c'est des bureaux, donc fallait pas commencer à péter les vitres et non plus les rayer, donc il fallait quand même faire attention. Donc j'étais très lent, j'étais mauvais, de toute façon, mais bon, j'ai appris. Mais de là, il y avait encore Pierre Sénat qui bossait avec Jean-Luc sur la piste. Et puis de fil en aiguille, il y a eu le bon feeling. Moi, j'ai commencé à m'impliquer. Ça m'intéressait un peu plus. Et puis, on a fait un programme pour l'année suivante. Et je me suis retrouvé sur tous ces événements. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et le début de l'histoire, en fait.
Donc en fait, toi, à la base, tu savais pas plus que ça à conduire un Bobcat et c'est arrivé de fil en aiguille, on va dire, au fur et à mesure. Ouais, non, carrément, parce que j'étais vraiment pas parti là-dedans. On louait tous un Bobcat à Chigny pour refaire sa piste privée, tu vois, un coup de temps en temps. Ouais. Même pour te dire, les dernières années où je roulais en supercross, c'est Pierre. Une des dernières pistes qui a été faite chez moi, une vraie, on va dire, c'est Pierre qui me l'avait faite. Donc, pour te dire vraiment que j'étais pas dedans du tout. Et c'est comme ça que ça s'est fait, et petit à petit, avec Jean-Luc, et puis on a appris. Alors après, le fait d'avoir roulé en supercross, ça apporte énormément par rapport au travail. Parce qu'on sait, même si on met du temps à fabriquer quelque chose, c'est plus facile d'être capable de dire si c'est bon, pas bon, ou dangereux ou pas dangereux. Donc déjà, ça m'a permis de progresser plus vite, en fait. Et toi, justement, j'avais une question par rapport à ça. Toi qui as été ancien pilote, enfin pilote, on va dire, parce que tu roules un peu encore, euh, est-ce que tu penses que pour faire ce métier, créateur de piste, il faut obligatoirement avoir fait de la moto, ou est-ce qu'un gars qui est hyper doué en conducteur d'engin, on va dire, qui a jamais fait de moto, peut y arriver? Ah, t'as entendu? Ah, c'est bon. Bon, ouais, non, je réfléchissais. Je pense que forcément, d'avoir roulé, ça aide énormément. Même si je roule moins aujourd'hui et je suis plus capable je suis même plus capable de rouler sur une piste de supercross, d'enchaîner, c'est pas possible. Mais j'ai même une piste de cross pour des fois arriver à faire des choses fun. J'essaie quand je trace même une piste de cross pour un privé ou j'essaie de me mettre à la place et de chercher tout ce qui peut être le plus fun possible. Bon, après, je cherche aussi un peu les deux, tu vois. Des fois, je cherche des trucs un peu fun et après, j'ai mon côté un peu ancien combattant, un peu pilotage de temps, un peu technique, hein, et avec des petites trucs un peu plus qui plaisent un peu moins à certains. Bon, après, ça fait une bonne moyenne, mais non, je pense que ça aide énormément parce que t'as beau avoir le meilleur pelleteur du monde, chacun son métier. Je veux dire, après, les gens, ils seraient capables de faire une digue, un talutage, un fossé, enfin, des trucs d'un talutage d'une perfection, mais après, de là, implanter une piste, faire un saut, c'est une chose, implanter une piste, c'en est une autre. Et qu'elle soit bien, c'est encore une autre chose. Et que, ouais, il y a beaucoup de paramètres quand même qui font que le passif de la moto, ça aide. Ça va être pas mal. Est-ce que les pilotes ils se plaignent souvent des pistes que tu crées? Genre trop difficiles ou même trop faciles, trop dangereux? Est-ce que tu as des critiques? On en a toujours un petit peu. Ouais, après, je vais surtout parler d'un terrain de supercross. Euh, Après, ça se joue pas grand-chose. C'est des réglages qu'on voit assez vite. C'est vrai qu'on est souvent dans des constructions de pistes un peu rapides. Quand il y a une semaine, on a à peine le temps de voir ce qu'on a fini, que ça roule déjà. Donc, faut se en rapprocher le plus possible. On a des idées dans la tête de ce qui peut se passer, enfin, de ce qui va se faire comme enchaînement. Des fois, ça le fait pas. Il manque pas grand-chose. Donc, c'est à nous à être réactifs, bien observer. Je regarde beaucoup. Après, je fais beaucoup de pistes privées aussi, donc ça aide parfois à une petite idée qui passe par là, de peut-être la faire chez Fabien, chez Thomas, et de se permettre de régler, quoi, en fait. Des choses qu'on voit ou des choses qu'on a à la tête, qu'on dessine le soir tranquille et qu'il faut mettre en place. C'est sûr que quand on est, par exemple, à Paris, tout le monde est regardé et la piste. C'est sûr que c'est plus facile à dire que la piste va pas plutôt que de dire que je suis pas bien sur la moto. Ouais. Ouais. Et justement, on a une question de Bobby. J'y arrive. Tu nous entends? C'est bon? Ouais. Ah ouais, vas-y. Question, c'est que ça coupe un peu des fois. On a une question de Ouais, Bobby là, là, sur les commentaires, qu'on salue d'ailleurs, qui nous demande si toi tu as vu une évolution dans les pistes, dans les circuits par rapport à tes débuts. Ah oui, carrément. Je dis pas. Je pense que si j'avais commencé le Supercross maintenant, ça serait plus facile aujourd'hui que ça l'ait été il y a 10 ans. Et ouais, il y a 10 ans, même avant. On le voit bien sur les vidéos, on voit bien que ce soit en France ou le pilotage 4 temps, que ce soit en cross ou en supercross, a considérablement modifié les pistes. On l'a vu sur les appels de saut. Même toi, Blaise, tu l'as connu. Forcément, tout était plus lent, plus raide, plus technique, même que ce soit en cross. Et en supercross, c'était pire. En supercross, je pense qu'aujourd'hui,
même moi, j'ai tellement peur, malheureusement, de blesser quelqu'un. On est toujours en limite entre faire quelque chose de technique, mais quelque chose de pas dangereux. Et il faut toujours arriver trouver le bon compromis. Le risque zéro n'existe pas, mais forcément, à l'époque, c'était beaucoup plus pointu. Un supercross, t'avais pas le droit à l'erreur. De toute façon, c'était la moto, tu l'as garée sur la bosse, direct. Ouais, Et comment ça se passe d'un point de vue légal, par exemple, quand tu fais des obstacles, une piste comme ça, est-ce qu'elle est homologuée après que tu l'aies créée, ou est-ce que c'est juste une homologation sur plan? Non, on a, si tu veux, bon, après, tu as quand même, on va dire, une homologation classique sur 4 ans. On fait ce qui se passe aujourd'hui. Depuis quelques années, il y a Olivier Robert, Loïc Léonce qui sont agréés pour ça et qui viennent te valider la piste, alors que ce soit moi, Pierre, Paul ou Jacques qui la fasse, ou le mec du club, peu importe. Donc ça, elles sont homologuées. Après, pour les événements, on va dire, un peu exceptionnels, les indoors, les stadiums, les machins, t'as quand même quoi qu'il y ait une homologation le jour J, qui est faite avec le directeur de course, qui est faite avec le traceur de la piste et qui est faite avec un pilote. Donc peut-être que ça, un pilote, le problème, peut-être qu'il en faudrait plus des pilotes, mais encore une fois, ouais, peut-être plus d'avis en fait, parce que c'est toujours pareil. Je pense que comme on aime une Honda, on aime une Husky, on aime une Yam, je pense que le problème est le même pour la piste. Le feeling pour tout le monde n'est pas le même. Il y a des choses qu'on va aimer, des choses qu'on va pas aimer. On a un bon feeling avec un truc et pas avec d'autres. Donc c'est dur de faire plaisir à tout le monde en fait. Ouais, exactement. D'accord. On a pas mal de commentaires sur le live. Euh, Bobby qui nous dit que les pistes d'avant avaient l'air plus cassantes, moins smooth qu'aujourd'hui. Moi, je suis un peu d'accord avec ce que tu disais justement, Cédric. C'est que maintenant, on s'aperçoit que les pistes, on essaie de faire une piste, je parle plutôt pour le motocross, qui est accessible à tous les niveaux, avec des sauts qui sont assez grands, mais plutôt faciles, moins dangereux qu'avant. Alors c'est vrai qu'à notre époque, quand on débutait, quand on était en 125, on avait des sauts qui étaient chauds quand même, hein, des sauts assez longs, avec des réceptions raides, des appels plus raides. Et ça faisait que les blessures étaient peut-être plus, on va dire, plus présentes avant. Et malheureusement, c'est vrai qu'on voit encore quand même des blessures de nos jours. Et par rapport à ça, est-ce que vous avez, enfin, toi tu t'en as un peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que vous avez des contraintes sur les sauts, des contraintes, on va dire, légales qui ont été imposées ces derniers temps, justement? Oui, en effet, ça c'est sûr. Enfin, si je reprends du début, je pense que malheureusement, tu vois, je suis passé aussi par là parce que j'ai le brevet de moniteur, donc BE. J'ai fait des stages. Je dis pas que j'ai arrêté pour ça, mais aujourd'hui, tu prends plus de plaisir à avoir appris à un gamin en 65, en 2 temps, à sortir d'une ornière propre, en rentrer propre et en sortir propre, tu vois. Je suis aujourd'hui, je vais me faire insulter par tout le monde, mais là, les motos, aujourd'hui, même une demi 4 temps, tu as fait des essais encore ce week-end et encore, toi, tu as un niveau, mais genre, c'est trop facile. Genre, tu vires, tu as beau être assis au fond de la selle, tu sortiras et le saut d'après, tu le sauteras. Donc au final, c'est tellement facile et je pense que malheureusement, les gens qui ne savent pas faire de moto, c'est trop facile pour eux finalement d'arriver sur les sauts. Et après, si on va jusqu'au bout de ta question, en effet, c'est Olivier Robert qui est chargé de ça depuis peut-être maintenant, je ne te dirai pas un chiffre, 3 ans, 3 ans je pense, qui est sur le dossier et en effet qui réglemente. Qui a essayé, alors c'est pas simple aussi, hein, je pense que de réguler les longueurs, tu n'as plus le droit d'avoir de telle longueur, une ligne droite, il faut qu'elle fasse telle longueur max. Après, c'est les assurances aussi qui imposent un peu ça, non? Ouais, voilà, mais quelques accidents ont fait que ces choses-là sont arrivées aussi. C'est vrai que après, ça n'empêche pas qu'il y ait des accidents, mais même malheureusement avec les top pilotes et il n'y a pas forcément que les moins bons qui se font mal, mais c'est vrai que c'est toujours un peu frustrant et je pense que le côté pilotage, la base, l'apprentissage, au début quand tu commençais la moto, forcément tu avais un 125 de temps, mais si tu ne savais pas sortir du virage, de toute façon tu faisais rien de l'après-midi. Ouais, tu passais par des sauts énormes, exactement. Le travail de base, c'était les virages, la position du pilote, le virage, pour aller jusqu'au saut. En fait, avant d'aller travailler le saut, moi je me souviens des stages, les gamins ils voulaient toujours travailler le saut. Mais je dis, mais si vous sortez mal du virage, il n'y aura pas de saut. Aujourd'hui, le mec, de toute façon, qu'est-ce que tu veux lui dire? Il sort du virage, il est couché au fond de la selle, mais c'est pas grave. Mais le problème, c'est qu'il arrive sur le saut couché au fond de la selle. Donc, parfois, voilà.
Donc d'où les réglementations de longueur, d'où les réglementations de vitesse, d'où les réglementations pour ou contre. Je pense qu'il y en a peut-être un peu trop, mais malheureusement on n'a pas le choix. Nous ça nous bride un peu, mais bon, on suit un peu la logique. Il faut faire avec ça et essayer de faire le mieux possible, quoi. Ouais, vous arrivez à faire avec, c'est-à-dire que ces réglementations, vous, ça, on va dire que ça vous bride pas énormément, ça change pas, enfin nous en tout cas en tant que pilote, ça ne change pas énormément l'aspect des circuits, mis à part les virages relevés là, qui ont été enlevés un petit peu sur les nouvelles homologations. Sinon, très franchement, on n'a pas vu la différence, à part que ça simplifie un peu les sauts, mais je dirais que pour le pilote moyen, le pilote un peu amateur, c'est pas plus mal au final ces réglementations-là. Alors je sais pas ce que les pilotes pro en pensent, mais très franchement, j'ai pas l'impression que ça soit trop rejeté par eux non plus. Non, parce que finalement, ils n'ont pas non plus tout cassé. Je veux dire, après, il y a quand même des circuits, c'est pas radicalement changeant. Il y a quand même des terrains où il y a des grandes montées, il y a quand même des terrains ça change pas tout non plus. Puis après c'est un peu je pense c'est un peu au feeling. Enfin, c'est un peu au feeling. On voit bien, même s'il y a une grande descente, si c'est dangereux, c'est pas dangereux. Enfin, je pense qu'on s'adapte. Il y a des réglementations de base et après on s'adapte un petit peu autour. Et je pense que même les gens qui valident s'adaptent un petit peu à ça. Après, à nous à les respecter, à nous à faire avec ces nouvelles règles le mieux possible, le plus fun pour tout le monde. Après, tu parlais des virages relevés. C'est vrai que ça a été réglementé, mais tu réfléchis avant d'en poser un. Peut-être tu le mets à l'endroit où ça risque rien. Le problème du virage relevé, c'est si tu as une piste derrière ou si tu as du public. Donc après, c'est à nous, à traceurs, d'aller faire un virage relevé, mais qui ne gêne en rien à la sécurité de personne. Tu peux trouver un endroit où il y a de l'espace derrière et tu peux te faire plaisir à faire un beau virage relevé. Ouais. Donc c'est à nous, le virage relevé est pas interdit, il faut juste bien le positionner, quoi. Et justement, on avait un petit commentaire de Cyril Coulon qui disait qu'il fallait faire que des whoops, sinon. Ça l'arrangerait bien. C'est sûr que Cyril, il est à la retraite, il nous manque d'ailleurs dans les hoops parce que Cyril, ça reste une machine dans les hoops, je pense. Lui, il te demandait pas de les rendre plus faciles, je pense. Ah non, mais de toute façon, c'était un des mecs les plus rapides, de toute façon, qu'il soit gros, qu'il soit petit. Il a rentré aussi vite qu'il en se fait. C'était une machine dans les hoops, de toute façon. Donc, Cyril, c'était plus du style à demander d'en mettre plus, laisser de l'élan avant, laisser de l'élan derrière, comme ça, il pouvait en rentrer à bloc. C'est sûr que Cyril m'a souvent pourri d'ailleurs parce que j'en mettais un trop à l'avant ou un trop après. Mais bon, on l'aime bien, Cyril. On prend, on essaie, j'écoute. De temps en temps, je faisais comme je pouvais. De temps en temps, je laissais comme ça. Parce que moi, je pensais d'autres fois, je lui faisais plaisir. Enfin, pas qu'à lui, mais bon, j'essaie d'écouter. J'essaie aussi d'écouter ses pilotes et pas toujours en faire qu'à ma tête, quoi. Et moi, j'avais une question par rapport justement à ton métier. Si on reprend ton métier en globalité, on imagine un jeune, ou moins jeune d'ailleurs, quelqu'un qui veut faire exactement comme toi, traceur de piste. Tu lui conseillerais quoi aujourd'hui ? C'est chaud quand même parce que j'avoue que on a quand même des demandes, mais après, est-ce qu'il y a le motocross, ça reste un milieu d'amateurs, quoi qu'il arrive. Cette culture de traceur de piste, elle est arrivée après, finalement. Ça s'est fait petit à petit, exactement. Ouais, il y a eu Jean-Luc Fouché, mais ça a été beaucoup sur les pistes de Supercross, parce que c'était au tout début. Après, finalement, on n'est pas non plus énorme. Finalement, il y a Pierre Sénac, moi, Loïc Marais. Après, il y a quelques traceurs, j'en oublie. Je sais que Jérôme Ambry, en fait un peu. On a des contacts, mais est-ce que nous, on arrive à tous travailler sans se tirer dans les pattes, chacun a son job, tout va bien, ça bosse à droite à gauche. Mais est-ce qu'il y a vraiment du boulot après pour tout le monde, dire vas-y, viens à fond, mets-toi dedans. Sur les Supercross d'hiver, on est tous les mêmes. Petite coupure. C'est bon. On a perdu Cédric un petit peu. On va le laisser revenir. De budget, c'est au club. Mais c'est vrai. Enfin, quand même des belles pistes de motocross, quoi. Ouais. Ça a coupé un peu, Cédric. On t'entend moyennement. Là, c'est bon. C'est parti ? Ouais, c'est bon. Parfait. Il faut que tu dises chez toi qu'ils arrêtent d'utiliser Internet, on te perd. Ah oui. On te perd. Non, mais je disais
Ouais, non, non, ils vont aller au lit normalement. Mais non, l'époque, il y a eu des belles époques où il y a des belles pistes de motocross et qu'on n'était pas là, on existait envie de dire à tous les mecs des clubs, bon, mais c'est pas professionnel, donc ça peut arriver, mais c'est vrai que ça peut arriver par la petite porte ou aller directement se renseigner avec. Moi, j'ai commencé là-dedans. On parlait même pas de Bob. Je suis allé faire manœuvre, ou Mender, ce qu'on peut, n'importe quoi, sur le Kenny Festival. Donc, je pense que déjà, avant de dire traceur, faut déjà, je pense, s'impliquer dans un club. Peut-être s'impliquer bénévolement dans un club, tu vois, déjà ça commence un peu comme ça, parce que bon, c'est rare aussi les jeunes qui s'impliquent bénévolement. Après, peut-être que le mec, si tu viens bosser un peu bénévolement, il peut peut-être filer un peu la machine pour aller aussi bosser, donc c'est pas simple, c'est pas impossible, mais après le milieu il est quand même petit. Et je décourageais personne. Mais moi je travaille, je sais que sous mon aile j'ai Loïc Bonnefond qui travaille de plus en plus avec moi et avec qui on commence à bien travailler, mais il faut je pense qu'il faut apprendre, il faut bien écouter, il faut bien regarder, il faut commencer petit à petit, quoi. Ouais. Et tu parlais de bénévolat. Comment t'es venu l'idée, toi, de monter le Lucas Bikes Park? Alors, je suppose que c'est sur tes terres, c'est chez toi, mais on sait que c'est très difficile de monter un terrain de cross de nos jours, de monter un complexe sportif, sport pour sport mécanique. Comment tu as fait, toi? Est-ce que tu peux nous raconter déjà depuis combien de temps tu fais ça et comment ça s'est passé pour toi au début? En fait, chez moi, c'est simple. On avait j'avais sur un quart du circuit actuel, on avait notre piste privée de supercross avec mon frère et un petit terrain de cross. Et puis un jour, comme tout terrain de cross, on a eu des problèmes de voisinage. Et un décret en 2006 qui dit qu'une piste privée est interdite. Enfin, on a interdiction d'avoir une piste privée, piste de motocross. D'où là le permis d'aménager. Il a fallu qu'on fasse une enquête de bruit, qu'on prouve qu'on gênait pas, qu'on n'était pas hors norme en termes de décibels. Donc à partir de là, il a fallu qu'on l'homologue. Et je dis à mes parents, combien mes parents ils sont toujours agriculteurs, donc combien ça coûte par an de prendre toute la parcelle. Donc on a un peu réfléchi à ça. J'ai dit à homologuer, on va pas homologuer un truc qui fait entre 3 piquets, un truc qui fait 1 minute. On pouvait pas d'ailleurs, c'était impossible. Donc j'ai dit dans ces cas-là, on a homologué quelque chose, on homologue quelque chose de grand. Et puis dans le speed, en fait, on était chaud, la famille, les copains, tout le monde s'y est mis. C'est là qu'on parle de bénévolat et je pense que même sans eux, on n'en serait pas arrivé. On s'y est mis tous et on a monté ça en même pas 3-4 mois. On a annoncé la course, on a fait la course dans la foulée. En première année, c'était au mois de juillet, je crois. La première édition, 450 pilotes sur 2 jours et puis voilà, c'était le début de nous, c'est-à-dire sur l'organisation au niveau du motoclub. Et on parle de bénévolat, et je sais que j'ai énormément de gens, et je les ai encore, qui me suivent dès que j'ai une idée de folie à faire, et ils me suivent, donc ils sont assez fous d'ailleurs pour me suivre. Mais bon, c'est ça qui est important, et de créer une bonne cohésion avec une équipe, avec des gens qui sont motivés, et voilà. Et le terrain de cross, du coup, il a fallu qu'on se mette dans les règles, qu'on instaure des journées de roulage, et puis c'était parti. Et mercredi après-midi, samedi après-midi, 14h, 18h, on est limité à un certain nombre de pilotes. Ça, c'était une bêtise de la préfecture à l'époque, mais bon, c'est comme ça. Donc, on est limité à 40, et voilà, ça roule. Eux étaient contents parce que ça roulait que de tel jour à tel jour. Et nous, on a pris un circuit, ça avait ses contraintes, ses avantages et ses inconvénients. Mais, parce que même à l'époque, quand on voulait faire un coup de moto, il fallait attendre le mercredi ou le samedi, quoi. C'était fini la belle vie, mais bon, c'était comme ça. Ouais, voilà. Ouais. Et du coup, niveau club, une fois que tu l'as fait maintenant, est-ce que justement ces roulages du mercredi, du samedi, limités à un certain nombre de pilotes, est-ce que ça vaut, on va dire, le coup? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle au niveau financier, on va dire? Est-ce que ça couvre les dépenses, quoi? Je sais pas, est-ce que... Oui, voilà, oui. Tu l'as dit, ouais, ça couvre les dépenses.
Ça va que. Et quelles dépenses, du coup, pour être un peu plus précis, c'est du gasoil, c'est de l'entretien des Mais machines? après tout dépend. Enfin, je veux dire, même les gens qui roulent de temps en temps, hein, même nous en étant dedans, mes parents en étant dedans, à un moment donné, on a tous une activité. Donc, si tu as 10 euros l'entrée, c'est quand même dur de se dire. C'est quand même dur de s'y mettre à fond. Genre, tout le monde a un métier. De là, quand tu commences à mettre le tracteur, enfin, chez nous, enfin, vous l'avez bien vu, terre argileuse, si tu l'arroses pas pendant 2-3 jours avant, c'est béton armé, la moindre motte elle sèche, c'est horrible. Donc c'est un travail de titan, l'arrosage. Enfin, pour mettre en place l'arrosage, c'est un budget. Bon, on l'a, mais il est même pas parfait. Il faut encore qu'on s'y mette, mais on n'a pas le temps. Enfin, après, voilà. Le tracteur, la herse, bon, ça va, on a ce qu'il faut parce que mes parents sont agriculteurs. Le coup de bob, je le passe de temps en temps, mais bon, c'est vrai que là, c'est un peu le côté avantage. La terre est un peu argileuse, donc les appels, ça bouge pas trop, donc on essaie. Mais bon, quand tu fais le calcul, quand tu as mis le gasoil au tracteur, le temps passé le mercredi, je veux dire, si mes parents, ils s'y mettent, si on veut que le terrain soit correct le mercredi après-midi, il faut au moins commencer à s'y mettre le mardi soir à arroser. Il faut s'y remettre le mercredi matin. Si c'est bon, on peut passer la herse. Voilà, donc le mec on roulait. Le mercredi, le jeudi, c'est un peu pause. Vendredi, il faut rattaquer à remettre à l'arrosage. Pour que le samedi après-midi, ça soit bien, tu vois. Et puis, c'est beaucoup d'heures de travail. Ça, au final, tu les fais pas ouais, payer. voilà, c'est quand pour même du bénévolat, quoi. C'est pas... Ben, après, on fait pas ça pour s'enrichir, sinon tu fais pas, tu restes, tu fais autre chose. C'est plus, on l'a, ça fait plaisir quand il y a du bon retour. On sait qu'on n'est pas parfait à chaque fois, on sait qu'on a des périodes où voilà, tout le monde travaille, on perd les moissons, on n'est pas, on peut pas se permettre de passer des heures à passer la griffe, à passer la herse, à arroser. Donc, des fois, il y a des petits coups de fouet. Quand on y est tous, on s'y remet. Comme là, voilà, on a profité des CCBO pour remettre un gros coup de feu au circuit. Il en avait besoin, recharger les appels, les réceps. On y a quand même passé un peu de temps, tu vois. Du gasoil aussi. Même s'il y avait beaucoup de monde ce week-end-là. le résultat était parfait, il faut le dire. Nous, on y était. Moi, j'étais jamais venu, j'étais vraiment surpris, quoi. Là, c'était vraiment un circuit, c'est ce qu'on retrouve aux États-Unis. C'est-à-dire une terre vraiment en top. Il n'y a pas eu de poussière tout le week-end, alors qu'il y a eu énormément de pilotes qui ont roulé pendant 2 jours. Donc, ouais, là, c'est mission accomplie, mais derrière, c'est un boulot de titan, ça, c'est clair. Ouais, voilà, encore une fois, ça va que même pour un week-end comme ça, qui paraît basique, c'est juste des gens qui viennent s'entraîner avec des motos d'essai sur un terrain, mais si tu veux le faire bien, encore une fois, j'ai des gens qui sont venus m'aider, toute la famille y était, ma mère, mon père, mon frère, donc l'argent, après, il rentre pas dans les caisses, tu vois, dans les caisses, dans nos caisses perso, il rentre dans un club. Mais bon, à la fin, quand tu as tout mis, si tu as réellement mis un peu le gasoil, un peu tout compté, bon, tu l'as fait, tu t'es fait plaisir, quoi. Tu vois. Ouais, bon, après, en tout cas, mais bon, on le fait pour ça. On le fait, voilà. Mais le plaisir, après, il est là. C'est que le plaisir, il est là. Les gens se sont fait plaisir, donc voilà. Le plaisir, il est là. Sinon, sinon tu le. Après, il y a des grosses. Enfin, nous, le problème, en fait, d'ici, c'est qu'en limité à 40, je pense qu'il y a des terrains quand même qui s'en sortent bien. Ouais, à 100 pilotes, là, c'est sûr que 100 pilotes la journée. Ouais, voilà, de suite, forcément, tu peux rentrer plus d'argent. Après, tu mets un peu de côté. Et dès que tu veux réinvestir, un peu d'arrosage, malheureusement, c'est toujours de l'investissement, en fait. Parce que tu veux arranger ci, tu veux arranger là, l'hiver, les machins, les tuyaux, tu pètes le tuyau, le tracteur, le flexible, le truc, bon, il y a toujours. Puis les normes d'homologation qui évoluent aussi, c'est que même si tu rentres de l'argent dans un club parce qu'il y a 100 pilotes le week-end, l'année d'après, s'il te faut tout reclôturer, le budget, tu le bouffes vite. C'est là où. Peut-être notre travail il est peut-être plus important que qu'on le pense. C'est-à-dire que ça coûte moins cher, limite, de nous faire venir, de nous faire venir un professionnel, essayer de réfléchir à un nouveau tracé et d'adapter de réfléchir aux nouvelles normes et de l'adapter pour pas être obligé de mettre de la clôture partout, quoi. Parce qu'en effet, piqué, clôture, un grillage, et l'autre il sort, il t'arrache tout, tu recommences. Moi, quand j'ai retracé celui-là, déjà pour récupérer de l'espace, j'ai rasé mon terrain de supercross privé pour récupérer beaucoup d'entrepistes et pour essayer d'en mettre le moins possible. Parce que le grillage, les filets sur les appels, tout ça, c'est moins t'en mets, mieux c'est, quoi. Mieux c'est pour tout le monde finalement. Pour les pilotes, parce que bon, sécurité du public c'est bien, mais après. Un grillage sur un point d'appel, bon, je suis pas sûr que je suis pas très fan du truc, donc tu essaies de te débrouiller que si dans la réglementation on te dit que
à droite de ce saut, il faut beaucoup de dégagement. Tu te débrouilles que le saut il soit décalé, il ne faut pas le mettre. Et puis voilà, je pense que peut-être là, c'est là où notre savoir et notre travail est peut-être plus important qu'un simple que tracer un circuit basique, quoi. Ouais, exactement. Et en tout cas, tous ceux qui veulent voir justement ce tracé-là, qui sont jamais venus au Lucas Bike Park, vous allez avoir dans 2-3 jours, Nico, la première vidéo d'essai sur les 450 Honda. Donc vous verrez en caméra embarquée le terrain et vous le verrez sur tous les essais de toutes les motos qu'on a faites, c'est-à-dire Honda, Husqvarna, Kawa et Yam. Donc ça fait quand même pas mal de motos. En plus, vous le verrez au ralenti parce que Blaise il avançait pas ce jour-là, donc c'est très bon pour voir la piste. Ouais, vous aurez le temps. On a une question de. Ouais, mais on fait partie. Il y a un peu de respect. On fait partie des dinosaures. Il y a un peu de respect pour les dinosaures. Ouais, minimum quand même. Moi, on dirait que j'ai 15 ans, mais je suis un dinosaure aussi. Le tout, il faut essayer. Même si tu vas pas vite, tu essaies de garder un minimum de style propre et voilà. Tiens. Non, en plus, je dis ça, je chambre toujours, je charrie, mais non, c'était. Vous rouliez tous bien et sur une piste comme ça, c'est très très beau à voir. Quand c'est du motocross bien fait sur une belle piste, c'est vraiment cool. Ouais. On a la question de Florian qui nous demande est-ce que ça vous arrive, donc toi, Cédric, en tant que professionnel, de refaire 2 fois la même piste de Supercross comme à Paris? Alors il demande si en 2005 et 2007, c'était pas la même piste qui avait été créée. Et ça, c'est vrai que c'est une question que je me posais. Il y a des fois des circuits aux États-Unis, bon, les pilotes s'en plaignent, ils disent c'est nul, il n'y avait pas du tout d'intérêt, le spectacle était nul et tout ça, et des fois ils ont raison. Pourquoi, quand il y a du spectacle justement sur une piste, quand il y a des dépassements de fou et tout ça, les promoteurs ne reproduisent pas ça les années d'après? Si on remet au début, donc 2005-2007, 2005 déjà, moi j'étais même pas dans le système. Mon premier Bercy en tant que bénévole dans les coursives, c'était 2007. Après, pour avoir vécu la suite, Bercy, ça reste magique, ça a une ambiance de fou. Mais Bercy, les dernières années venaient très compliquées parce que pour la bonne et simple raison, c'est que de chaque côté des lisses, déjà tu n'avais pas le droit de faire d'obstacles. Ouais. Donc, soit tu mettais le départ, soit tu mettais les hoops. Donc, quand tu as fait ça, déjà, ça bloque un peu le système. Après, le freestyle qui prenait de plus en plus d'importance. Donc, tu le mets au milieu parce que, voilà. Donc, à la fin, il ne te reste pas grand-chose. À part tourner le pont dans un sens. Et voilà, quand tu changes les 3 bosses de l'enchaînement. Mais bon, c'est sûr qu'en effet, il y a des chances que quelques années après, tu retrouves un peu la même. Parce que souvent, des fois, elle est bonne. Donc, quand elle est bonne, des fois, de s'écarter des choses qui vont bien, c'est parfois risqué. Même si tu as une bonne idée, comme on le disait tout à l'heure, il y a des endroits où tu n'as pas le droit à l'erreur. Genre les critiques sur les pistes, sur les gros événements comme ça, il y en a eu, il y en aura toujours. Et voilà. Donc, de toute façon, c'est comme ça, il faut les prendre. Puis, il faut écouter, entendre. Mais je pense que malheureusement... en général, tous les gens qui critiquent après n'ont peut-être pas tous les tenants et les aboutissants. Moi, c'est sûr qu'à Bercy, on regrette tous Bercy, mais en tant que traceur, je pense que les spectateurs regrettent Bercy, mais moi, je vous rassure, je ne regrette pas Bercy. C'était compliqué. Parce que en termes de créativité, on a été limité. Encore, et d'autant plus important avec les 450. Quand tu regardes même la piste de Bercy dans les années de temps, tu as l'impression que la piste, elle est immense, elle est large, elle est à rallonge, alors qu'aujourd'hui... tu mets une 450, le mec il fait un coup de. Aujourd'hui, avec une 450, si tu vires bien avec un appel classique, le mec il fait 21 mètres. Donc en 2 fois, il est quasiment. Il est rentré. Enfin, il sort des coursives, il en rentre. Et puis l'époque, petite bosse, truc cassant, truc pointu, tout ça c'est révolu. Justement, c'est là où je pense que si on devait recréer ça, je suis même pas sûr si tu arrivais à recréer une piste de Paris de l'époque. Avec les 450 d'aujourd'hui, si les gens se feraient plaisir, tu vois. Non, je pense que ça serait même pas possible, ou pas viable. Enfin, les motos ont tellement évolué qu'il y a des choses qui fait même les enchaînements seraient différents, tout serait différent et pas adapté du tout aux motos, quoi. Donc oui. Et quand tu reparles après pour répondre à ta question, Nico. Je pense, après, moi j'ai travaillé là-bas un petit peu aux États-Unis. J'ai eu la chance de bosser sur les pistes d'entraînement, pas de course, mais d'entraînement, grâce à Ion Primo qui a eu cette opportunité pour moi. J'ai bossé 2 fois 2 mois dans les bonnes périodes de Supercross, février-mars, où tout le monde est là-bas. Et donc après, j'en ai vraiment profité pour tout regarder. Je bossais le matin et
je me suis retrouvé à bosser le matin, de 6 à 9, et quand tu fermes le portail, tu as tout American Honda qui débarque, et je passais mon temps à regarder, moi. Je regardais, donc j'ai même vu des choses un peu folles, un peu où tu peux même pas, on a beau dire les pistes US plus françaises, mais c'est pas possible. Je me vois pas certains enchaînements les faire, US les faire en France, c'est pas possible. Ça marcherait pour 4-5 mecs, mais c'est tout, quoi. Et après, concernant le spectacle, les courses, ça c'est à nous et c'est jamais facile. T'as beau faire la piste, des fois tu penses là t'as fait la belle piste, et en effet il se passe rien parce que il faut arriver que les mecs. Donc, tu as toujours la trace la plus rapide. De toute façon, quoi qu'il arrive, tu as beau faire tout ce que tu veux, à un moment donné, tu as une trace la plus rapide et tout le monde y va. Après, dans ta réflexion, il faut arriver à ce que cette piste rapide, elle soit doublable. Donc, il faut faire une équivalence à côté qui soit presque aussi rapide, avec des intérieurs qui fonctionnent, des gens ou leur donner la possibilité d'y aller, faire une combinaison qui est suffisamment correcte pour être, je dis n'importe quoi, au 180 ou 90 d'après, au virage d'après, qui soit à la hauteur pour faire une attaque. On a eu des pistes, ouais, comme tu dis, des courses aux US avec des belles pistes, les mecs devaient se faire plaisir, mais indoublables parce que les enchaînements, souvent basiques. Alors après, les pistes sont plus grandes, il y a plus d'espace, plus de machin, donc je pense que c'est plus facile de laisser l'ouverture et de créer des choses. Nous, sur nos pistes plus petites, même si on essaie tous de faire au mieux, d'agrandir, de pousser, de faire ça dans des stades, à Paris, qui est l'U-Arena, qui est plus grande, ça reste des pistes un peu plus serrées, même si c'est grand, et c'est à nous, en gros, limite, on a la pression de se dire que si ça dépasse pas, c'est notre faute, quoi. En gros, la piste elle peut être bien, le bel enchaînement, ils ont tous fait le bel enchaînement, c'est beau, c'est nickel, c'est tout. Mais si ça dépasse pas, les tops ils vont se régaler. Enfin, les spécialistes vont se régaler parce que tu te régales à avoir des Marvin Musquin, tu vois. Mais tout ce qu'il fait, les gestes techniques, voilà. Mais derrière. Si personne n'est capable de le doubler, tous les gens qui sont un peu nouveaux, un peu non initiés, ils se font chier, quoi. Et justement, toi en tant que créateur de pistes, tu parles du SX de Paris. Et nous, on y était l'année dernière, et justement, moi, je regrettais un peu que ce SX soit fait sur la moitié du stade. Tu vois, je me posais la question, et je me suis dit, peut-être qu'un soir, sur un stade complet, ça aurait été peut-être mieux. Alors, je sais pas au niveau business ce que ça donne, mais toi, en tant que créateur de pistes, qu'est-ce que tu en penses, là? Est-ce que ça pourrait ressembler justement à ce qu'on trouve aux US, avec un terrain immense, avec des gros enchaînements, des choses qui peuvent être un peu plus jolies, ou pas? Ou est-ce que non, ça serait trop compliqué pour les pilotes qu'on a ici, ils sont pas habitués? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Non, après, les pilotes habitués, je pense que si, dans tous les cas, si on leur propose une grande piste comme aux US, la seule différence, c'est qu'on adaptera les enchaînements. L'U-Arena, on peut le comparer, on peut le plus le comparer à des stadiums de la côte ouest, tu vois, ou de la côte est, pardon. Dans la côte est, où on est dans des stadiums comme à Phoenix, tu vois, où c'est beaucoup d'arènes fermées. On est plus où, enfin, je dirais pas le nom, mais le nouveau de Phoenix, il est quasiment, je pense, la taille similaire à celui de Paris. Après, la contrainte qui est à Paris, déjà, la première contrainte qui fait qu'on n'utilise pas, donc c'est un peu plus que la moitié quand même. Mais le problème, c'est que l'U-Arena, donc c'est l'Arena à la Défense. C'est plus l'U-Arena, c'est l'Arena à la Défense. Déjà, il n'y a pas de parking. Donc déjà, les pilotes, on ne peut pas les garer. Donc ça, c'est la première contrainte. Il n'y a aucune place autour pour garer personne. On arrive à peine à garer notre matos, nous, derrière. Donc déjà, ça, c'est la première contrainte. Donc malheureusement, tu la mets dedans et après, tu prends ce qui te reste. Après, moi, en étant organisateur aussi, j'ai beaucoup de réflexions. Je le vois, le débriefing qu'on a, en fait, je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, la question, c'est qu'est-ce que les fans, les vrais fans de moto, alors après, c'est peut-être un problème de prix, hein, mais est-ce que les vrais fans de moto, si on leur fait le stade entier, viendront quand même? Ouais, parce qu'en termes de budget, ça serait pas la même histoire non plus, parce que là, ça fait encore plus de terre à rentrer. Non, déjà, même pas. Non, c'est pas par rapport à ça que tu dis ça. Ouais, on oublie le côté prix. Oui, ouais. Allez, on fait un truc. Bon, c'est sûr.
peut-être que voilà, c'est. Toi, en fait, t'es pas sûr qu'on arrivera à remplir le Stade de France, 80 000 personnes, pour voir du Supercross? Ah non, ça, dans le Stade de France, je te dis clairement non. D'accord. Je te dis clairement non. La bonne réponse. L'exemple, je vais tourner. Regarde, aujourd'hui, tu vas à Ernée, tu vas à Saint-Jean-d'Angély. Petite coupure. Ah, on t'entend plus, Cédric? Tu fais les nations. C'est bon. Enfin, allô? Ouais, c'est Ouais, bon. même les- C'est bon, c'est les- vrai, c'est revenu. On t'avait perdu. Tu parlais de Saint-Jean-d'Angély, Ernée? Ouais. Ouais, tous ces gens, les grands prix, c'est les meilleurs pilotes au monde. C'est comme, on l'a vu aux nations, du champion du monde. Et c'est pas pour ça qu'ils font 80 000 personnes, quoi. Enfin, ils en font même pas 40 000 d'ailleurs, et ils en font à peine 20 000. Donc la question elle est là, c'est que les fans de moto aujourd'hui, alors c'est peut-être un problème de prix. C'est vrai qu'aujourd'hui, aller voir un Grand Prix, ça coûte de l'argent. Aller voir un Supercross à Paris, ça coûte de l'argent. Aller voir un Supercross tout court, ça coûte de l'argent. Mais moi j'avais la question que je pose à tout le monde, je vais l'inverser, c'est que je pense que même si on le fait entier, on fait toute la piste qu'on veut, la plus grande, je pense que ouais, on va arriver à le faire, mais on fera que 2 fois à 24 000. Ouais, Et, ça serait pas assez du coup. et je suis pas sûr que ce soit à guichet fermé. Ouais. La piste, c'est une fausse excuse. Oui, ça serait mieux, même pour nous, même pour dire que oui, on est capable aussi de faire une grande piste. Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je sais pas. Le mondial, ils arrivent à peine, que ce soit Saint-Jean, ils arrivent à peine à être à 10, 12 000 personnes sur un Grand Prix avec tous les meilleurs au monde. Regarde l'exemple qu'il y a eu il y a quelques années, c'est pas si vieux, dans le stade, je sais pas où là, où il y a eu la SMX, la Cup que Longo avait organisée. En Allemagne. Le stade, ils étaient 5000, ils devaient se parler les uns aux autres en face, tu vois, et pourtant, Dungey, Marvin, à un moment donné, prendre un billet d'avion aujourd'hui c'est facile. Si t'es vraiment fan de moto, tu vois, je pense qu'en Europe, faut pas s'emballer, quoi. À chaque fois que tu organises quelque chose, il faut quand même y réfléchir à 2 fois, tu vois. Alors, nous, on est français, on est critiqueurs, voilà, c'est comme ça, mais je pense qu'il faut juste réfléchir, et regarder vraiment les choses en face, quoi. On est dans un pays où on a des contraintes de plus en plus importantes. Je donnerai pas le prix du service de gardiennage à Ernée, mais bon, ça fait peur, quoi. Il faut qu'ils vendent des places rien que pour payer ça, et c'est qu'un service de gardiennage, parce qu'il y a beaucoup de choses à surveiller, quoi. Mais il y a plein de choses dans les organisations vraiment carrées. Si tu veux faire un truc top, et même à mon échelle, quand j'ai fait, on a fait le stade à Agen, dans le stade d'Armandie, ils ont fait le stade Fred Sandouli et son équipe, ils ont fait le stade à Clermont. On fait autant de spectateurs qu'un champion du monde. Regarde la Tremblade, pareil, le Supercross de la Tremblade, on était dans les 10 000 spectateurs, et pourtant t'as pas un Grand Prix, pourtant la piste elle est pas immense, elle est pas US, elle est pas, on essaie de faire au mieux, mais donc c'est là où il faut se poser les bonnes questions, c'est là où il faut réfléchir, c'est là que des fois en tant qu'organisateur aussi il faut. Mais je pense que si on revient à nos pistes, je pense pas que la piste soit ce qui fait qu'on remplira plus l'Arena. Ouais, après, si on regroupe les personnes qu'il y a sur les 2 jours, si on les regroupe sur un jour, peut-être qu'au final, ça serait peut-être pas rempli, mais on arriverait quand même à avoir pas mal de monde sur ce circuit-là, surtout que le Supercross de Paris, ça a quand même une certaine notoriété, il y a quand même beaucoup de monde qui veut venir le voir. Et c'est, tu sais, là, je te coupe, mais la config de Paris, bon, mis à part que la piste elle est bloquée, il y a vraiment pas beaucoup de places bloquées bloquées. Genre, le samedi soir, c'est quasiment plein, hein, si c'est pas, j'ai pas les chiffres exacts, mais ils sont quasiment pleins, et le lendemain, on n'est pas loin du plein non plus. Donc, oui, pour que ça soit à guichet fermé, il manque pas grand-chose.
La raison, je la connais pas, je la maîtrise pas. On essaie tous de faire des choses pour remplir les événements. C'est toujours compliqué, mais moi je pense que même si moi j'aimerais la faire la plus grande, on aimerait tous la faire. Tu vois, toute l'équipe, on bien sûr, voir. on rêverait de faire la plus grande piste. Mais en fait, quand tu as aussi ta responsabilité par rapport aux organisateurs, même dans certaines salles, de aussi leur et tu vois, moi j'ai pas, enfin, encore une fois, clairement sur la Tremblade ou que ce soit à Armandie, on a rempli et la piste n'était pas à US. Oui, on était dans un stade. Clairement, la première année, tu vois, il a fait attention à son budget. Il a fait que 4 lignes. On a pu en faire 6. Ça sera sûrement le cas. On n'a pas encore travaillé sur le sujet, mais et c'est rempli quand même. Alors oui, c'est pas 25 000, c'est pas 80 000. Je pense que malheureusement, faut pas rêver. On est dans un pays où le motocross se plaît peut-être un peu moins. C'est clair et net. Ouais. Non, mais après, je pense qu'aujourd'hui, tu vois, en ayant bossé là-bas, je pense que tu as plus de novices. En fait, aujourd'hui, chez nous, c'était pas foot, c'était pas rugby, c'était pas ces sports un peu dans le moule, si tu veux. Le reste, ça reste des petites niches. Déjà, c'est beau ce qu'on arrive à faire en France, je pense, en termes de spectateurs sur ces gros événements. On peut faire mieux, on peut toujours faire mieux, mais aux US, je suis sûr que sur 80 000, moi je me souviens d'une anecdote avec mon frère, la première année qu'on y est allé en touriste, le mec, il est devant toi, il pèse de 150 kilos hors taxe, il est pas dans la finale où tu as Stewart qui se tape la bourre avec je sais pas lequel, le mec il se lève pour aller manger des chips, tu vois. Je t'ai envie de dire, mais pousse-toi, dégage de là. Ouais, les gens viennent... Si tu veux, les gens ils viennent à Anaheim, comme la semaine d'après, ils vont aller voir le Monster Truck tu vois, d'après, quoi. Enfin, c'est un spectacle, quoi. Eux, c'est vraiment le spectacle qu'ils aiment, quoi. Ouais, ils viennent bouffer des pop-corn, comme ils iraient au cinéma, tu vois. Nous, on a moins cette culture. Alors oui, on a de plus en plus, parce que si on arrive, je pense que 24 000, si tous les fans de moto venaient, ou si à un moment donné, je pense que même, en fait, c'est l'inverse. C'est que si à un moment donné, ça arrivait peut-être un jour à guichet fermé à l'U-Arena, peut-être les organisateurs se poseraient la question, tu vois. Mais comme ils n'en sont pas encore là. Ouais, c'est vu que tu y arrives péniblement, c'est sûr. Tu te dis. On a un commentaire de Steven, je suis pas trop d'accord avec lui, mais vous allez me dire ce que vous en pensez. Il dit qui dit plus grande piste, dit plus de ricains intéressés et donc plus de spectateurs. Moi, personnellement, je pense que les ricains, ils en ont rien à foutre de la piste. Ils viennent là, c'est pour le pognon. Des pistes, ils en ont beaucoup chez eux, des pistes énormes. Ils ont la Monster Cup sur laquelle ils peuvent s'entraîner aussi à course hors saison. Ils font 30 courses dans l'année en comptant le motocross. Je pense pas qu'en faisant une belle piste chez nous, c'est ça qui va les attirer. Mais peut-être que je me trompe. C'est surtout l'argent. Non, mais moi, je pense que tu ne te trompes pas du tout. Les ricains, de toute façon, si on les appelle pas pour leur donner un chèque, ils viendront pas. Après, si tu veux, les ricains... oui, l'U-Arena, c'est pas Monster Cup, c'est pas les US, mais tu as quand même des retours positifs. Moi, si tu veux, le seul avec qui je peux vraiment échanger facilement, c'est Marvin. Bon, voilà, moi, son avis, il est super important, que ce soit bien ou pas bien. Après, par l'intermédiaire de certains responsables, j'ai vraiment les vrais sentiments, les vrais ressentis des ricains, même déjà au Press Day. Si tu veux, si la piste était vraiment pourrie au Press Day, on le saurait, tu vois. Donc, les mecs sont contents. Oui, ils prennent un chèque et j'ai pas de ricain qui te dit c'est tout pourri. Oui, bien sûr que c'est différent. C'est tout différent. La terre, elle est souvent plus molle que chez eux. Ils arrivent en décalage. Forcément, déjà, eux, c'est vraiment différent pour eux. Mais tu sais, j'ai vu des mecs qui vont rouler en Bulgarie, ils vont rouler sur des trucs, comme tu dis, avec le chèque. Alors, pas tous, hein, mais je suis pas sûr que quand ils sont allés sur justement cette piste de SMX en Allemagne, ils n'ont pas dû prendre un plaisir de fou. Les ricains, ils ne devaient pas comprendre ce qui leur arrivait, tu vois. Dungey, il me dit, on arrivait à les suspensions. Marine me dit, les suspensions Supercross, prêtes pour la Monster Cup, ou même pour le championnat US, on arrive là, que du sable. Enfin bon, il a roulé parce qu'il fallait, quoi. Compliqué. Mais tu vois, les ricains, même à Genève, je dis pas qu'ils s'extasent, je dis pas que comme tous de toute façon, mais ça se trouve ils prennent autant de plaisir ou moins de plaisir qu'un pilote même français. Il y en a qui prennent du plaisir sur les pistes, d'autres moins. Tu t'adaptes. Je pense qu'un top pilote il s'adapte. De toute façon il est là pour bosser, il est là pour rouler et voilà.
Justement, Nico, on parlerait pas de la Monster Cup un peu? Tu l'as vu toi, c'est vrai? Ouais, alors on a pas mal de commentaires, de questions. Si Ouais. tu veux, Cédric, tu pourras balayer ça après, mais bon, on pourra pas répondre à tout le monde, désolé. Et ouais, bonne transition. On parlait de la Monster Cup et gros événement là depuis plusieurs années. Nous, on a eu la chance d'y aller, Blaise. Ouais. Et là, on a vu Eli Thomas gagner le million. Je pense que c'est quand même phénoménal. Ouais, c'est phénoménal. On a vu cette course, un rebondissement. On a vu que bon, il a dominé les deux premières manches, un peu moins la troisième. Et c'est vrai Un peu que moins. un peu, un Ouais, peu il a moins. Bon, dominé quand même. par contre, Il non, était, par il contre, était ouais, plus rapide. il était très, Il a eu. il était très rapide. On va pas se le cacher. Il remontait très fort. On sentait qu'il avait le couteau entre les dents, beaucoup plus que la semaine précédente aux Nations, ou il y a quelques semaines, quelques temps aux Nations. Et du coup, bon, certainement une consigne d'équipe a fait que Savadji l'a laissé passer dans le dernier tour, à quelques virages de l'arrivée même, et puis il l'a pas fait d'une manière discrète, quoi. Il a tendu le bras, il l'a regardé, il l'a laissé passer, il aurait pu faire ça plus discrètement. Alors Ouais, justement, moi après, enfin, là-dessus, je te coupe un peu, je vais demander à Cédric ce qu'il en pense, mais ouais, alors déjà, je pense pas qu'il y ait de consigne de course de la part du team, parce que le team, ils s'en foutent, c'est une course quand même individuelle, même s'ils sont contents que voilà, ça leur fait un peu plus de pub que Thomas qui a gagné un million, mais je pense que Savadji l'a fait de lui-même, lui, il avait rien à gagner de tu crois pas plus, qu'un il a vu que panoteur, tu crois pas que son panoteur lui a indiqué que non, il s'est Thomas était derrière? retourné, il a vu que c'était lui, peut-être que le panoteur lui a marqué, laisse-le passer, ça te coûte rien, au pire, de toute façon, C'est il ça, avait tout intérêt, moi je pense qu'il a pris un bon bonus de la part de Thomas, je pense qu'il a pris au moins 50 ou 100 000 dollars. Et voilà. C'est Après, tout. je sais plus. ouais, c'est peu. Ouais, et encore, je pense que même il a pris plus. Ça fait. Bon, à force, Thomas, que si tout le monde lui prend un pourboire, il va plus avoir grand-chose, le pauvre. Ouais. Bon, Ah, ouais. non, c'est vrai que ce genre de situation, c'est quand même assez spécial. Là, je pense que je pense qu'on parlait de Français là, qui sont friands de tous ces forums et tout ça et de critiques. Je pense que là, ça doit y aller à pleine tube. De Bon, ben, savoir pas qui que les a Français. raison, qui a Aux pas tort. États-Unis, aux États-Unis, il y a des forums où Thomas, il y en a qui détestent Thomas, qui détestent Savadji, d'autres qui les adorent. Tu peux jamais gagner de toute façon. Ouais, voilà. Non, mais après, quoi dire là-dessus c'est fait. C'est fait. Il a gagné. Bon, de toute façon, ça rentrait à la même caisse. Ils sont tous monsters. Donc là, c'était bon. Peut-être qu'il aurait pris différemment. Mais oui, c'est sûr qu'il aurait pu faire de manière un peu plus discrète, quoi. Il aurait fait semblant de glisser dans le virage. Ça aurait été un peu plus. Ouais, mais bon, après, c'est assumé, parce que des Mais fois, bon, quand ouais, c'est voilà. fait, tu sais, Marvin, il a été beaucoup critiqué quand il avait laissé passer Dungey. Alors, voilà, il avait fait un petit peu semblant. Oui, Ça n'avait pas été c'est assumé même. trop derrière. C'est même pire, je pense. Au final, des fois, il vaut mieux dire, bon, ben oui, je vais laisser passer. C'est mon teammate, il allait gagner 1 C'est million de ça, dollars. c'est ça. Voilà. Bon, après, Oui, puis comme. en tant que passionné pur, c'est vrai que j'aime pas voir ça. Je préfère avoir Ouais. une course où Ouais, non, mais le moi ça, meilleur j'aime pas gagne, voir ça quoi. sur un championnat. Quand il y a des consignes de course sur un championnat, Ouais. je suis d'accord avec vous, parce que c'est quand même l'aspect sportif qui prime. Là, c'est une course, c'est un peu. Enfin, c'est ça, quoi. C'est le million de dollars. Enfin, ça va dire, il a fait gagner quand même 900 000 dollars à Thomas, quoi, Et en moi, faisant moi, ce tu geste. vois, je pense l'inverse par rapport à toi. Tu vois, je pense que dans un championnat, bon, qu'il y ait des consignes d'équipe pour faire gagner une personne parce que bon, il y a le team, il y a vraiment, on va dire, une course de longue haleine, un entraînement de longue haleine, ok. Mais là, c'est vraiment sur l'aspect purement financier. Et c'est ça C'est qui me dérange un un peu. million de dollars, quoi. Ouais, C'est mais pas. c'est justement ça, c'est le million de dollars pour Tomac, tu vois, c'est pas pour l'équipe. Toi, tu me laisserais pas passer, toi. Toi, tu m'aurais pas laissé Non, passer. Non, 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 mais toi non. Ouais, comme toi, t'es tellement radin, je t'aurais dit à l'avance que je te filais la moitié, tu m'aurais laissé passer. Toi, je sais très bien déjà que tu m'aurais même pas proposé la moitié, donc peut-être qu'il y avait déjà la consigne de course avant, d'ailleurs, avant le départ. Mais ouais, bon. peut-être. Parce qu'ils avaient un Mais million de dollars. ouais, c'est vrai que c'est toujours. Ouais, mais ça fait du bien, ça anime un peu, ça sert à ça. Enfin, après, Ouais, ça ça fait fait des des choses. histoires à raconter et comme ça. Bah, après, Ouais, d'un après, côté, c'est vrai on que je suis aime ou on d'accord n'aime avec toi, pas. ça fait Ouais. parler un peu plus du supercross, un peu plus du motocross, ça fait parler un peu, ça fait des histoires, c'est vrai que c'est pas plat, c'est pas monotone. Mais bon, voilà. Et tant qu'on parle de ça, du coup, parce qu'on est dans l'argent là, vous avez vu qu'ils ont fait gagner 1 million de dollars à un fan aussi, quand même, en Ouais, même temps. qui avait Ouais, parié sur c'est ça. là. Mais on n'est pas dans le même, on n'est pas du tout dans le même monde en fait. Ouais, Non. enfin, là, c'est énorme. Alors, à Paris, on C'est gagne pas un le Boissons même salaire. monde. énergétiques, les boissons énergétiques, ils vendent des canettes à 2 ou 3 euros et ils te balancent 2 millions de dollars comme ça pour une soirée. C'est quand même Mais si fou. tu veux, je pense que la marge sur la canette qu'on boit, elle doit être tellement énorme que ça doit aller vite. Ouais, la Mais, quantité aussi. Ouais. mais ouais, par rapport à la quantité vendue. Mais ouais, c'est pas le même monde. Enfin, c'est là où après, on joue pendant les mêmes courses. Voilà, c'est. Vous trouvez pas ça un petit peu dommage quand même? Bon, c'est super coup de pub énorme, je pense, pour Monster.
et la Monster Cup, le Supercross et tout ce que vous voulez, mais putain, c'est $1 million. Ça serait bien de les voir plutôt investis dans des pilotes privés ou dans les jeunes et tout ça. Là, c'est un mec qui a gagné un tirage au sort sur Instagram, qui a parié sur Thomas une fois là-bas et qui a gagné $1 million, quoi. Ouais, c'est le business. Après, c'est le business. Ça a fait parler de Mm. Monster 2 fois plus, hein, parce que ça a fait parler Ouais, par rapport à ouais. Thomas, par rapport à lui. C'est... Même sur MX Réflexion, on en parle. Je veux dire que Alors Monster, imagine. il va se frotter les mains. Non, c'est histoire de marketing de toute manière. Après, ça leur aurait moins rapporté que de créer une académie de jeunes pour les faire évoluer. Voilà. J'aurais Mm. aussi Ouais, d'ailleurs, préféré ça, d'ailleurs, mais bon. d'ailleurs, s'ils avaient un peu d'argent, j'en prendrais bien un peu pour l'académie. Même serait-ce que 0,1% pour les jeunes Clair. de l'académie, ouais, ça serait pas mal. Ouais, 0,1% de zéro, ça fait peu. ouais, On ouais, n'a c'est pas bon. parlé de l'académie d'ailleurs, c'est vrai que ça faisait partie des questions. C'est vrai que c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est un championnat qui est tout neuf, qui a été créé cette année, la SX Academy. Oui, enfin, l'appellation, oui, SX Academy, donc Amswer SX Academy cette année. En fait, c'est moi l'an dernier qui avait relancé sur trois et puis deux malheureusement, mais bon, le SX 85. Parce que, en fait, tu veux, sur le SX Tour, ça commençait à être compliqué de trouver des 125, parce que la catégorie 125 était intégrée au championnat SX Tour. Mais dans ma réflexion, si tu veux, encore une fois, de pistes, de tracés, de difficultés, de différences de niveau, on était un peu, tu vois, j'étais toujours un peu limité sur certaines choses pour que, même si c'est pas pour ça que je fais aujourd'hui des bosses plus pointus, des trucs plus dangereux, mais pour les 125, fallait toujours que j'y pense, tu vois, il fallait pas, fallait toujours y faire attention. Et puis bon, pas le niveau, parce que ceux qui roulaient étaient quand même capables de rouler, mais c'était la quantité, quoi. Il y avait vraiment un problème de quantité, les gens avaient peur, et du coup, cette année, on a décidé de rassembler les 80 et les 125 sur la Six Academy, sur 5 épreuves, sur des pistes plus adaptées, et où les gamins étaient capables de progresser surtout, parce que sur un enchaînement basique qui est taillé pour, on va dire, les pilotes du SX Tour, avec un 125, c'est difficile de pouvoir les réaliser. Et si c'est pour faire deux on et off sur un enchaînement, après c'est limité, il n'y a pas de progression. Donc l'idée était d'être sur des pistes un peu plus accessibles, avec des distances entre les bosses plus adaptées, pour que ces gens-là puissent s'exprimer techniquement sur des choses, sur des pistes plus simple pour eux dans un premier temps, et puis qu'on grossira au fur et à mesure, quoi. Ouais, c'est positif, c'est bien ça de mettre en place des choses comme ça pour que justement le niveau français progresse, parce que c'est vrai que quand on veut faire du supercross en France, tu l'as connu toi aussi Cédric, quand tu as voulu te lancer certainement dans cette discipline-là, tu passes de rien au championnat de France qui a quand même un niveau assez élevé, et il n'y a rien entre les deux, quoi. Il y a pas de tremplin, donc c'est vrai qu'avoir ça, ça peut permettre à certains pilotes qui aiment cette discipline ou qui veulent s'entraîner dessus, de se révéler un petit peu. Ouais, puis bon, enfin, le travail, tu vois, il n'est pas fini. J'en ai fait une bonne, on va dire, deuxième année, mais première année, en fait, avec des résultats. Déjà du plaisir à voir les gamins rouler, à voir évoluer, de la progression. Et ça qui était intéressant, pas voir pas des gens qui subissaient la piste, des gens qui attaquaient. Tu vois, il y a quand même Minot, je parlais plus des 80, même si les 125, il s'est passé plein de bonnes choses, où Enzo Polias a gagné. Mais sur 85, Baptiste Borde en plus, tu vois, qui gagne le championnat, ça n'a pas été facile pour lui quand même, parce qu'il y a eu un peu de. Tout le monde s'y est mis. Carlos Terman qui vient d'Allemagne avec Seb Tortelli pour s'entraîner. Maxime Gros qui est quand même qui a 12 ans. Lui, c'est un peu mon chouchou parce que le gamin, il est arrivé nulle part, enfin pas de nulle part parce que bon, il a quand même gagné une manche du cadet ou je sais pas laquelle, mais il a quand même gagné une manche. Là, il arrive là, techniquement avec Anthony Boissière, ils avaient bossé, ils étaient prêts. Bon, manque de bol, il avait la vitesse, mais un coup sur deux, il se couchait dans une manche et il finissait jamais. Donc, mais aller voir rouler, c'était un plaisir. C'était un plaisir de les voir rouler, de les voir enchaîner des combinaisons de 3, sauter 3 dans les hoops, des choses qu'on voit plus, enfin la gestuelle du SX. Moi, quand ils arrivaient à faire les enchaînements, j'avais les yeux qui brillaient. C'était vraiment très agréable, très sympa, des belles courses, des belles bagarres. Et c'est vraiment intéressant et j'espère que ça pourra continuer. Il va falloir qu'on trouve des partenaires parce que même pour ça,
si on veut monter un peu en gamme, même pour eux, pour la communication, pour tout, il va falloir qu'on trouve un petit peu des partenaires. Mais moi, je me régale. Je me suis régalé sur les courses et je me régale encore l'année prochaine. Et on bosse déjà pour l'année prochaine, pour un bon calendrier. Et j'espère que ça le fera. Ouais, ça, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment, n'hésitez pas à aller voir ça, parce que voir des jeunes pilotes comme ça qui se donnent à fond, c'est même des fois plus joli que les pros, comme tu le dis. En plus, c'est des moteurs de temps. Les pilotes 85, c'est toujours des grosses bagarres. Donc, franchement, n'hésitez pas à vous rendre sur la Answer Academy, SX Academy, pardon. C'est quelque chose de très très bien au niveau du show aussi. Ouais, non, mais après, parfait. moi, ce que j'espère, enfin, je coupe un dernier mot, c'est autant que j'en profite, c'est juste que je vais essayer de référencer cet hiver en fait toutes les pistes d'entraînement de Supercross, un peu les moniteurs, pour essayer d'inviter les gens un peu plus à cette discipline et leur faire comprendre que en commençant soft, il n'y a pas besoin d'avoir du matos vraiment spécifique, et commencer à se faire plaisir gentiment, sans bobo, et évoluer et se faire plaisir dans cette discipline, et pourquoi pas après continuer. Mais voilà, c'était juste ça. Je vais essayer de bosser sur ça cet hiver, être plus prêt que l'année dernière, et j'espère avoir plus de pilotes l'année prochaine sur la série. Ouais, en tout cas, félicitations, c'est un beau challenge, ça. C'est un challenge qui est bien pour tout le monde. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant, je pense. Et un challenge qui est intéressant aussi, ça va être ce week-end, la Red Bull Straight Rhythm Race. Juste, je voulais revenir, Nico, aux pardon. performances de Marvin Musquin. On a pas mal de commentaires aussi là-dessus. Marvin Musquin, performance de nos Français, avec Brian Moreau aussi, qui a quand même bien roulé. Bon, Brian Moreau a un peu mieux roulé que Marvin. C'est vrai que Marvin était très rapide. Il a malheureusement pas concrétisé en course. Il a eu un peu de... Oui, après, adapté, ouais, je pense que dans tous les cas, ils sont comme nous, ils n'ont pas le choix. Tu vois bien, même ils ont créé eux aussi sur Anaheim, il y a une série là, tu sais, même où les gens roulent le lendemain, mais même c'est les 80, les 125, enfin, même c'est même amateurs qu'on retrouve là, mais ils en enlèvent la moitié des sauts. C'est comme si nous, je pense qu'on est capable de rouler le dimanche à Anaheim sans problème, tu vois. Ouais. Donc voilà, malgré tout, en faisant ça, ça me rassure, c'est je suis pas dans le faux. Je pense que on peut pas commencer, tu vois, même Jean-Luc, ça c'est l'expression de Jean-Luc, mais tu peux pas lancer un gamin sur une piste noire ou une piste rouge au ski, tu vois. On commence par des pistes vertes, des pistes bleues et ainsi de suite. Donc pareil pour notre discipline aussi. Il faut adapter, il faut prendre le temps, et je pense que c'est difficile de faire rouler les pros et les amateurs en même temps, quoi. Ouais, et du coup, pour la Monster Cup, on a vu que Brian Moreau a fait une bonne performance quand même. Il fait le meilleur temps au chrono. Il a pas mal performé en course, même si je le voyais un peu mieux. Il a pris des départs un peu moyens. Je sais pas si vous avez regardé ces courses-là. Non. Si, un petit peu. Moi j'ai regardé un petit peu les résumés, mais le souci, c'est que. Enfin, un souci, c'est pas que. Je pense que des mecs comme Brian, il y en a des pelles, tu vois. Ouais, c'est là-bas aux US. Tu avais vu quand tu allais rouler, même si tu vas rouler à l'entraînement, des mecs de ton niveau, tu t'en chopes. Chaque groupe de niveau, tu as des 10, quoi. Donc tu as vite fait de faire devant comme faire derrière. Donc les départs sont super importants. Après, encore une fois, peut-être plus dur. La piste n'est pas vraiment trop technique non plus. Donc, est-ce que Brian est. Enfin, je pense que Brian, c'est quand même un mec qui a un bon bagage technique. Après, peut-être dur de faire la différence. Les Ricains, on sait qu'ils sont quand même assez incisifs et ils n'ont pas trop peur du contact non plus. Donc, tu vois, Ouais, puis là, il y avait des bonnes motos devant. Il y avait des Honda Geico. Il y avait des motos, quand même, à mon avis, qui avaient pas mal de puissance. Peut-être que lui, en venant de l'Europe, avec un moteur qu'il connaissait moins, voilà, il y avait peut-être des choses qui faisaient que. Un peu plus compliqué. Ouais, je pense que la moto, je suis pas trop inquiet pour la moto. Tu vois, on voit bien que, tu vois, par le passé, tous ceux qui ont roulé un petit peu avec les motos Bud Racing, ça allait. C'est juste après, je pense qu'il y a aussi l'expérience. Tu vois, l'expérience, c'est tout nouveau. Donc, quand tu arrives dans tous ces stades, c'est aussi la pression. C'est un monde. Tu arrives à Las Vegas. C'est blindé de monde, et toi t'arrives là au milieu, tu fais ta course, déjà faut surporter ça. Ouais, Bon, après c'est le travail de haut niveau, tu vois, mais je pense qu'il y a beaucoup de paramètres qui y jouent, c'est pas forcément, plus que le roulage, tu vois, c'est un autre monde, les US de toute façon c'est un autre monde, même tous nos Français qui vont s'essayer, c'est la première année, t'as beau être bon, c'est compliqué, ça reste compliqué. C'est une ambiance différente, c'est un pays différent, il y a beaucoup de choses qui sont différentes quand même. La grandeur des stades, les sauts, les pistes et tout, la texture de la terre, il y a pas mal de choses qui sont différentes.
quand tout va bien dans ton environnement, ça va bien, mais là, quand tu mets des complications, déjà c'est déjà compliqué quand tout va bien. Donc là, mais je pense qu'il peut, s'il y retourne, il peut faire aussi bien, voire mieux, mais il faut apprendre. Je pense que ça fait partie de son apprentissage pour le futur et ça promet des bonnes choses quand même. Ouais, exactement. Et en parlant d'apprentissage, on passe de la Monster Cup à la Red Bull Straight Ring. C'est pas mal. Il l'a dit, il a réussi à le dire, sans faute. Ouais, je l'ai dit, déjà, c'est bon. Et déjà, et par rapport à cette course et à cette piste, Cédric, t'aurais pas aimé avoir eu l'idée, toi, de ça, de faire une piste? Moi, quand ils l'ont fait Red Bull, je me suis dit, les salauds. C'est vraiment énorme. Franchement, je trouvais ça trop cool. Comme le jeu Mad Skills, c'est la même chose. Ouais, mais je dis pas moi ou un autre, ou quelqu'un d'autre. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont des idées. Mais en fait, ce qui est bloquant, tu vois, la base, moi, c'est Eric Perronard qui m'a raconté comment ça s'est fait. Déjà, ce truc, avant de parler de Red Bull, avant de parler d'événements, déjà, il faut le créer, ce truc. Donc, il faut trouver l'endroit et il faut trouver le faire. Mais tu as vu les longueurs que c'est, le matos qu'il faut, déjà, il faut la créer. Donc, il faut le budget. Il faut trouver le budget pour le faire. Même si tu as l'idée, il faut trouver le budget. Déjà, le premier problème en France, arriver à trouver quelque chose pour te faire, en fait, en gros, une piste privée, tu vois, une grosse piste privée. D'un kilomètre de long. Ouais, d'un kilomètre de long. Je fais pas un dessin, ça fait, ça fait, je pense, pas loin de, même plus long qu'une piste US, tout mis allongé. Ouais, je crois que c'est 45 secondes, mais bon, vu qu'il n'y a pas de virage et tout ça, ils perdent moins de temps quand même. Ouais, voilà, donc, mais il faut le faire. Donc après, une fois qu'elle est faite, il faut inviter, je pense, des gens à venir voir ce qu'ils en pensent. Après, tu invites Red Bull qui te dit ah ouais, c'est pas mal, il faut le budget. Donc il te valide le budget et après tu fais un événement. Et c'est ça qui est toujours dur. On est toujours. C'est un peu frustrant parce que je pense qu'il y a des idées, il y a encore des trucs à faire. Mais là, encore une fois, on en revient toujours au même. C'est que on a l'idée, on le fait en France. Mais si t'as pas un partenaire comme avec les moyens comme Red Bull ou Monster ou des choses comme ça ou même un extra sportif mais un gros, on va pas remplir ça en France quoi. T'as beau faire une ligne droite d'1 kilomètre, tu mets un gradin au bout mais tu fais venir personne. Je vais en public, je pense que aux US c'était pas rempli non plus. Non mais parce que ça sort du spectacle. Ça se spécialise dans vraiment la discipline et je pense que c'est plus dur à faire venir même là-bas, tu vois. Donc si t'as pas les ronds qui te financent l'événement, autant tu le revois pas le truc quoi. C'est pour ça qu'ils ont pris, je pense aussi d'autres orientations. Là, ils ont réservé rien qu'au de temps. Voilà, ils se remettent un petit peu dans cette niche-là, à faire venir les légendes de l'époque, parce que cette année on a quand même un gros plateau. Il y a même Dungey, Villopoto qui sont sortis du canapé. On a Ryan Sipes, Michael Rass, on a des Français comme Christophe Pourcel et Cédric Soubeyras. Apparemment, je vois Blaise que tu m'as marqué Cédric Soubeyras, je sais pas s'il y sera. Je l'ai vu sur la liste des engagés. Après, ici, il y sera. Ouais. Il y sera. Courageux parce que quand même, même si je pense qu'elle est bien, ils l'ont bien révisé chez Suzuki. T'as une RM de 2007. Moi, j'ai une CR de 2007, si tu veux, dans le garage. Je me vois pas faire un truc comme ça, tu vois. Donc, je pense qu'ils l'ont bien révisé. Chapeau à lui parce que c'est malgré tout, même si elle est bien propre, c'est pas une moto récente, tu vois. Donc, oui, donc c'est pas une ski ou une KTM. Ouais, voilà, c'est une moto qui sort de caisse là, qui est neuve, quand tu kicks, craque de suite, tu vois. Donc, c'est beau challenge pour lui, mais c'est un bel événement. C'est sûr que ça change de l'ordinaire, donc c'est super intéressant, c'est beau. Même nous, la façon c'est tout beau, c'est à lutter, il n'y a rien qui dépasse. C'est magnifique, hein, c'est à voir, il y a des plans de fou, et les courses sont super intéressantes. Après, encore une fois, il faut avoir l'argent pour nous, notre problème, il est là. Nous, notre seul problème, il est là, il tourne autour de l'argent. C'est toujours à cause de l'argent. Comme on est un peu freiné par plein d'idées folles. Ouais, là, en tout cas, sur cette course, je pense qu'on va avoir pas mal de spectacles. On a aussi Ronnie Mac, on a Pourcel, on a Mike Brown qui sort de sa retraite et qui vient faire une course comme ça. Donc, ça fait toujours plaisir à nous, anciens pilotes, de voir des gens comme ça, même si, du point de vue de Mike Brown, on ne s'attend pas à avoir. Attention, Mike Brown, tu dis il sort de la retraite, Mike Brown il a jamais arrêté. Hein. Il se retrouve chaque année à Loretta Lyns. Il est beaucoup critiqué d'ailleurs parce que c'est un ancien pilote pro et il gagne toutes les catégories vétérans et tout ça.
mais c'est un mec qui met vraiment du gaz encore. Ouais, bon, ça t'a pas le Après, il sur ira un pas événement battre un comme ça, Ryan quand même. Sipes ou un Dungey, je pense pas. Ouais, voilà. Moi, je me méfierais du vilain garçon sur ce genre de course de Un Purcell. Supercross, vous croyez vraiment, vous le voyez quand même dans les finalistes, on va dire, dans les demi-finales ou... Qui ça, Christophe Pourcel ou Non, Mike Brown. Ah, Mike Brown. Ah non, pas le plateau de cette année quand Non, même. Non. pas le plateau qui non. reste cette année, je suis d'accord. Après, Parce que tu vois, même Christophe, je le verrais pas loin de. Je le verrais pas loin de la fin, là, pas loin du plateau final quand même. moi, je miserais pas mon scooter dessus, mais bon. Ah, mais il aime bien je le miserais- surprendre. Ouais. Je le miserais plus là-dessus que sur un supercross avec du monde autour. Si tu veux, l'ayant vu les dernières années où il roule au supercross, capable de faire des chronos tout seul, peinard, aux dernières secondes de la dernière manche qualif, techniquement super doué. Là, il n'y a pas le. Si tu veux, Christophe, bon, il y avait toujours ce problème de blessure. Il s'est blessé gravement au dos, une fois, deux fois. Après, on l'aime ou on l'aime pas le personnage, mais techniquement, la seule, pas de problème, pas de risque de se faire accrocher par quelqu'un. Il a que sa ligne de technique devant lui et à faire le meilleur temps dessus. Donc, je le verrai pas loin du top. Je le verrai pas loin du top 5 quand même. Ouais. Moi, je miserais plus une pièce sur McElrath. Voilà, on va dire une valeur sûre, quoi, une valeur un pilote Il y a le quoi. vainqueur de l'année dernière, il y a Stank Dog, Jared Stanky, qui Ah a oui, gagné aussi. l'année dernière, qui est un pilote d'Arena Cross, mais qui est très très rapide sur les machines de temps en général. Ouais. Ouais, voilà, après, il y a toujours des folies, il y a toujours des trucs qui se passent. C'est ça qui fait aussi le charme de cette course-là et de ce genre de course, c'est qu'on voit des choses qu'on ne voit pas et des gens qui s'expriment bien comme il faut, quoi. Et c'est vrai qu'il y a eu deux réactions, en fait, quand on a vu la liste des engagés. On a des personnes, des anciens pilotes, on va dire un peu comme nous, qui ont été satisfaits de voir des légendes, une course qui sort un petit peu du commun, et les plus jeunes, ou pas d'ailleurs, qui ont dit, bon, c'est une course B, une course où il n'y a pas du Marvin Musquin, du Thomas, des personnes comme ça. Bon, il y a deux sons de cloche. Moi, je suis pas mécontent de voir une course qui sort un petit peu de l'ordinaire avec des légendes. Bah, surtout nous, on est des produits des années 90, donc Ouais. ça rappelle quand même des bons souvenirs. 90-2000, pour nous, c'était la belle époque, quoi. Ouais, exactement. Non, mais moi je pense, enfin pour moi, je parle pour moi, mais ce qui est beau à voir, ça reste toujours la technique de pilotage. Et il se passe quand même des choses vraiment belles. Et la vitesse, les scrubs, genre la vitesse où ils dribblent les hoops, les tracés ils sont quand même vraiment bien faits. Ça coule de source. C'est vraiment. Alors oui, après, bon, ben, c'est sûr que si le mec il a il a une moto devant, tu te dis c'est plié, mais je pense que le côté vraiment technique, sportif, il est quand même là, il est quand même intéressant. Ouais, exactement. Bon, Nico, est-ce qu'on n'attaquerait pas la question du jour? Je sens que Oui, je voyais, là, ça y est, quand tu commençais à voir les sourcils qui fritillaient, la question du jour. La fameuse question du jour, Cédric, je sais pas si c'est un habitué de nos lives, mais il y a toujours une question du jour et elle est présentée par les magasins CBO Group. Et voilà, c'est cbogroup.fr. Je suis nul, j'ai pas révisé, je crois que c'est la nouvelle adresse du site, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Si vous voulez. Réviser quand même. Ouais. Ouais, c'est vrai, je suis pas bon. Là, j'ai mis. Et il va gueuler. C'est vrai, je me donne pas d'excuses, c'est pour les losers les excuses. Désolé. Mais en tout cas, voilà, ce week-end, on était chez toi, Cédric, on a essayé toutes les motos de chez CBO. Pour ceux qui veulent les essayer, n'hésitez pas à les contacter, ils font quasiment toutes les marques. Si vous êtes indécis sur une moto ou justement en avoir le cœur net sur celle que vous allez acheter l'année prochaine, allez les essayer, ça leur fera plaisir de vous voir aussi et de vous donner quelques conseils. Donc voilà, nous on a eu la chance de le faire, une vidéo par moto qui va sortir. Donc voilà, ça c'était pour parler un petit peu de jour. Allez, pour toi Cédric, à ton avis, quelle est la meilleure formule pour attirer un maximum de monde sur une épreuve de motocross? C'est plus une formule type Kenny Festival ou c'est plus une formule type SX Tour, La Tremblade, on va dire? Plus de monde en termes de pilote, tu veux dire C'était un peu général. Moi, je pense que voilà, la réponse, c'est en termes de pilote, le Kenny Festival, forcément, c'est la formule idéale. En termes de spectateurs, ouais, je sais pas. Je sais pas si le Kenny Festival attire vraiment beaucoup de spectateurs au final. Beaucoup. Il y a du spectateur. De toute façon, déjà, si on compte tous les pilotes, plus le nombre de spectateurs, le nombre d'accompagnateurs, plus après les payants, j'ai pas les chiffres exacts là, mais ça reste quand même plus toute la randonnée quad qui est aux côtés, toute la randonnée moto, tous les accompagnateurs. Oui, ça fait quand même une masse de monde vraiment importante. Après, la meilleure formule.
C'est dire, sûr que c'est vrai que ma question n'était pas très précise, mais disons la meilleure formule pour attirer du public novice, c'est quoi à ton avis? Pour faire Bah, donner envie aux gens de venir voir du motocross ou du je supercross. pense que je miserais plus, je dirais plus le Supercross de la Tremblade. Ouais, les gens, je pense aussi, comme toi, qui viennent voir un show avant tout, et ce show peut donner envie, à la limite, aux plus jeunes, aux petits, de faire de la moto plus tard et de commencer là-dedans. Mais c'est d'abord, avant tout, un show, et comme on le disait justement avec d'autres personnes au live, c'est des personnes qui viennent, on va dire 90% sont des personnes extérieures au motocross et qui viennent passer un bon moment, et on a juste 10% qui connaissent tout par cœur et qui connaissent vraiment ce sport, quoi. Oui, bah après, ce qui permet aussi de finaliser on va dire, le remplissage de l'arène ou du stade, c'est que on aime ou on n'aime pas, malheureusement, mais ça fait partie de notre monde. Et la Tremblade est l'exemple avec le plateau qu'il y a, forcément. Tu ne peux que attirer du monde. Mais bon, avec Tom, quand t'as Tom, c'est pas que Tom, c'est Tom et toute la chorégraphie autour, toute la qualité du travail qu'il y a autour. Et tout ça, forcément, ça amène du monde et ça génère du monde et ça agrémente le spectacle. Les gens veulent voir des courses, ils sont contents quand il y a des courses quand même, quand il y a des belles courses justement. Alors c'est toujours pareil, c'est à nous aussi à faire le job. Il faut que les courses soient belles. Si les courses sont pas intéressantes, je pense qu'un novice, s'il y a les belles courses, sera à fond dans le truc. Moi, on l'a vécu, tu vois, en termes de novice parce que ça a recommencé, mais on l'a vécu au Stade Armandie, moi quand j'ai organisé le Supercross dans le Stade d'Agen. On avait un peu communiqué justement sur Anthony Bourdon, pilote CBO, machin, à Genet. Première demi-finale, il part devant, ou 3-4, tout le monde était debout. Donc il y a eu des belles courses et les gens étaient à fond dans l'événement. Et ces gens-là, sur 9000 personnes, il n'y avait pas 9000 licenciés de moto, quoi. Donc, après, oui, un spectacle, un freestyle de qualité, des belles courses. Si on devait le refaire, alors après, l'énigme, elle est là, c'est qu'est-ce que si on devait le refaire, ça remarcherait. Je pense que oui. Mais je pense que après, derrière, il y a un gros travail de communication aussi. Et pour faire venir le monde, c'est pas le tout d'avoir le meilleur plateau du monde, c'est pas le tout d'avoir le meilleur freestyle du monde, mais il faut que les gens sachent et envie de venir. Donc, ça, c'est encore un autre travail, c'est un autre métier, ça s'apprend pas. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec les bonnes personnes quand j'ai créé Agen. Donc voilà, je partirai plus. Je partirai plus. Et même, limite, j'ai envie de te dire, c'est même pas la Tremblade qu'il faudrait, c'est trouver encore un autre stade avec un beau freestyle dedans. Mais en fait, se rapprocher je pense se rapprocher des villes. Se rapprocher des villes et trouver des événements. En fait, pour être, ce soit plus facile de venir. De faire venir, comme tu dis, l'Américain qui vient manger des popcorn, quoi. Exactement. Et où il se passe quelque chose et ces stades-là, je pense que l'U-Arena, c'est encore un autre débat parce que c'est vraiment le Supercross de Paris, enfin le Supercross en France. Mais bon, pour tous les autres, je pense que la bonne formule, c'est déjà une bonne communication et après faire quelque chose de propre parce qu'après, il faut que les gens y reviennent. Mais je miserai sur la Tremblade. Allez, la Tremblade. Ça marche. Bon, merci beaucoup, Cédric. Merci pour ton temps. On t'a pris beaucoup de temps. On t'a tué la soirée, mais nous, ça nous a fait plaisir. Je pense que beaucoup d'abonnés ont été contents aussi. Ça change. On nous le dit à chaque fois, il faut que vous variez avec vos invités. Voilà, toi, pour nous, tu es emblématique dans le milieu du motocross, du supercross. Mais peu de gens te connaissent parce que voilà, t'es pas un pilote, on va dire. Non, je suis très bien caché. Je fais mon métier, j'essaie de le faire au mieux et voilà, ça ne me dérange pas. Merci d'avoir partagé ça avec nous, en tout cas. Merci beaucoup, merci de ton temps et on se retrouve bientôt dans de prochaines vidéos et un prochain live la semaine prochaine. Allez, ça marche, merci. Allez, salut. Ciao les gars. Ciao.